débuter. Euh, des personnes qui vont s'ajouter à nous, mais on va démarrer. On a un séminaire d'1 heure, donc on va pas trop tarder. Je me présente d'abord, Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'Université TÉLUQ, et je suis responsable du pôle TÉLUQ du CRISE. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dont le titre est Les regards canadiens et québécois sur la plateformisation du journalisme et des métiers de la culture. Alors, la conférence est organisée conjointement par ce Travail et emploi du CRIS et par le pôle TÉLUC du CRIS. Je pense que la plupart des gens sont là, sans doute le CRIS, mais je vous rappelle que enfin, le sigle, c'est en fait le Centre de recherche sur les innovations sociales et c'est un centre de recherche interuniversitaire disciplinaire qui regroupe une cinquantaine de chercheurs étudie et analyse principalement les innovations et les transformations sociales, mais sous différents angles. Alors, le webinaire, comme je le mentionnais, va être d'une durée d'1 heure. À la fin, il y aura une période de questions d'une vingtaine de minutes. Et donc, en fait, on vous demanderait justement de réserver vos questions pour la fin. Avant de présenter donc notre conférencier, Samuel Lamoureux, je voudrais quand même mentionner que l'événement est enregistré. Alors, gardez vos microphones fermés jusqu'à la période des questions, jusqu'au moment où vous prendrez éventuellement la parole. Et si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, ben, vous pouvez fermer vos caméras et vous pouvez poser vos questions euh, pour l'espace de discussion. Alors, l'enregistrement va être diffusé par la suite sur le site Internet du CRIS. Alors, je présente donc Samuel Lamoureux, mon collègue. C'est un professeur qui est chez nous donc depuis quelques années. Il est professeur adjoint en communication au département sciences humaines, lettres de l'Université TÉLUQ. Il enseigne principalement des cours de théorie du journalisme et d'histoire de la communication. Sa thèse de doctorat portait sur les conditions de travail et la souffrance au travail des journalistes. De manière générale, ses recherches portent différents sujets, mais notamment une analyse critique de la production de l'information, ainsi que sur les formes de résistance face au capitalisme numérique. Il est membre associé du CRIS, membre aussi du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information de la société, le GRISIS, et aussi du groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien, le GRISC. Alors voilà, je te laisse la parole, Samuel, pour une quarantaine de minutes. Je rappelle aux gens que par la donc, on pourra des questions. Je vais juste vérifier. Est-ce que le microphone coupait? Donc, je vois ce message. En fait, moi, oui, j'entendais que ça coupait un peu, mais c'est pas Bon, bien grave, alors là, c'est mais comme si les problèmes commençaient pas, alors qu'on met la solution du casque. Mais en fait, ben, je te laisse présenter. C'est pas ma présentation qui est importante que la tienne. c'est ça. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, juste pour faire un peu de background, en fait, c'est que la présentation d'aujourd'hui, en fait, moi, je suis devenu membre du CRIS l'an dernier et à ce que j'ai compris, c'est que le CRIS donne accès ou l'opportunité aux nouveaux membres de faire une espèce de séminaire sur juste les recherches qu'ils font en ce moment. Donc, c'est vraiment juste, c'est un peu une carte blanche sur, tu parles, tu présentes tes recherches, puis c'est aussi l'opportunité de faire connaissance avec les autres membres. Puis s'il y en a à la fin de la présentation qui ont été intéressés par ce que j'ai dit, qui veulent échanger avec moi sur des sujets, qui se sentent interpellés, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ça le but, c'est de stimuler les collaborations, tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour élargir à d'autres personnes. J'ai partagé dans d'autres groupes, là. Fait que, je- donc, c'est ça le contexte. Donc, je vais partager mon petit PowerPoint là, que j'ai fait ici. Donc, il y a des couleurs dans la première slide. Profitez-en parce qu'après ça, ça devient noir. Il n'y a plus de couleurs. Fait que là, si vous aimez les couleurs, là, profitez de la première slide là, qui est ici, là. Donc, effectivement, donc c'est le Chris qui a fait cette slide-là. Je voulais remercier. Regard canadien sur la plateformisation. Je vais en profiter de ce séminaire-là pour présenter plus mes recherches qui portent sur ce qu'on appelle la plateformisation du journalisme, un peu les effets entre les effets ou les relations de dépendance et d'asymétrie qui sont en train de se créer entre les grandes plateformes numériques comme par exemple Meta, Google,
Microsoft et les médias et les effets que ça crée autant sur les conditions de travail que sur le champ journalistique de manière plus générale. Et à la fin, je vais parler un peu de ce que moi, de mon analyse un peu des effets des projets de loi, plutôt du projet de loi C-18 au Canada. Donc, mais je voulais commencer par saluer mes derniers textes et mes collaborateurs, en fait, avec qui je travaille. Donc, l'an dernier, avec Laurence Thibault, mon assistante de recherche, on a publié un article qui s'appelait Une plateforme pour les éduquer tous. Et ça a été publié dans la revue Communiqué en janvier. C'est une petite analyse des formations du Google News Initiative, qui est un peu l'antenne de Google qui s'adresse aux médias du monde entier. Ensuite, je viens de soumettre un article avec Annabelle Cossette-Civitella, qui est une doctorante en psychologie organisationnelle qui porte sur les conditions de travail des journalistes indépendants au Québec. Et ça, j'ai très hâte que ça soit publié parce on a développé un beau cadre théorique un peu sur les paradoxes organisationnels qui, euh, qui pressurise les conditions de travail des journalistes indépendants du Québec. Et en ce moment, ça, c'est pas encore publié, ça peut-être que ça va l'être à Manissia. Et en ce moment, je suis en train de faire une subvention du FRQSI qui s'appelle Comment les journalistes web, plutôt les pupitreurs numériques, se sont adaptés au blocage des contenus journalistiques sur Meta, plutôt Facebook, Instagram. Et on essaie de savoir comment est-ce que les relations de dépendance aux plateformes se sont transformées après le blocage des nouvelles. Donc, on sait que Facebook et Instagram, ben, Meta, en fait, bloquent les nouvelles depuis l'été 2023. Et j'essaie de voir de manière qualitative comment que ça a changé les relations de dépendance dans les conditions de travail. Et là, on vient de faire 21 entrevues. Peut-être qu'on va en faire un petit peu plus. Et là, on est rendu à l'écriture. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, bon, c'est ça. Moi, je vais mettre un timer peut-être là, pour savoir, pour pas que je parle trop longtemps. Donc, qu'est-ce que la plateformisation? Ouais, je savais pas si ça allait être quoi le niveau des personnes. Pas le niveau, mais je savais pas ça allait être quoi l'intérêt des gens qui allaient venir ici. Donc, je vais juste commencer par peut-être parler de la base, puis après ça, on va passer à mes recherches actuelles. Donc, je vous ai mis une définition ici que j'ai pris, je pense, dans Powell et Hall, Platform and Cultural Production. Donc, effectivement, la plateformisation, c'est vraiment euh, la pénétration des infrastructures, des processus économiques et des logiques de gestion des plateformes numériques dans différents secteurs et surtout dans les industries culturelles. Donc, tu sais, je lisais un article du Monde Diplo hier de Sébastien Broca et l'auteur disait que maintenant, les sept principales entreprises technologiques américaines représentent 34 de la valeur totale de l'indice boursier S&P 500 aux États-Unis. Donc, quasiment, et Sébastien Broca disait que quasiment toute la croissance économique l'an dernier avait été propulsée par les indices boursiers en technologie, surtout les GAFAM, à qui on rajoute Nvidia, qui fournit des puces électroniques. Donc, quand c'est pas juste une anecdote, là, les plateformes, quand 34 de la valeur totale de l'indice boursier vient de ce processus économique-là, ça crée beaucoup de pression sur les autres institutions à s'adapter, en fait, au processus de plateformisation. Tu sais, je lisais un article de sociologie un peu webérienne hier. Puis les auteurs disaient que la plateformisation, ça ressemble beaucoup à la bureaucratisation webérienne qui est arrivée au 20e siècle, en fait. Et donc, au 20e siècle, Weber disait que la bureaucratisation, c'était une nouvelle cage de fer, en fait, qui était arrivée au-dessus de la société et qui forçait un peu tous les États à s'adapter à cette cage de fer-là. Les auteurs disaient que les algorithmes aujourd'hui, que les plateformes, c'était la nouvelle cage de fer au 21e siècle, en ce sens que ça obligeait en fait beaucoup les acteurs à s'adapter au processus et aux logiques en fait des plateformes. C'est la nouvelle rationalité dominante en fait qui émane des plateformes et c'est très dur aujourd'hui, surtout si tu es dans les industries culturelles, de t'échapper en fait de ça. Évidemment, c'est pas une prison, mais c'est des effets de champ de force. En fait, un peu parallèle au processus de bureaucratisation si on s'en tient à une sociologie un peu webérienne. Et dans le cas du journalisme, on pense souvent que les plateformes, ça impacte juste la diffusion de l'information, mais pas vraiment. En fait, de plus en plus, on pense que les plateformes, ça impacte autant la diffusion de l'information, donc le fait que les gens partagent des contenus sur les plateformes, mais ça impacte aussi la production de l'information. De plus en plus, il y a une logique algorithmique qui se glisse dans les pratiques de production, en fait, de l'information, mais ça impacte aussi beaucoup la monétisation et la commercialisation. Donc, de plus en plus, si tu veux avoir des revenus publicitaires, ben, tu dois faire affaire avec Google, en fait, qui contrôle à peu près tout. Donc, Google, là, l'autre fois, j'ai vu une métaphore assez intéressante. L'auteur disait Google, c'est l'équivalent d'une entreprise. Imaginez une grande banque, là, c'est l'équivalent de si une banque avait des
mais possédait aussi la bourse, en fait. Donc, c'est un monopole tellement intense que c'est comme si une entreprise en bourse possède aussi la plateforme d'échange, en fait, où ses actions sont en bourse, en fait. Donc, c'est comme si tu contrôles l'infrastructure et les possibilités d'accéder à l'infrastructure. C'est comme un monopole vraiment majeur, tu sais, qui permet de tirer beaucoup de rente. Donc, c'est très dur en termes de publicité, en termes de commercialisation, en termes de monétisation, c'est dur de s'échapper à ça. Mais, OK, mais je trouve que quand on parle des plateformes, c'est quand même important de résister à un billet que j'appellerais le billet de nouveauté, en fait. Souvent, je pense que quand on fait de la recherche, on va s'intéresser à des sujets parce que c'est comme the next shiny thing, là, comme un peu avec l'IA. Là. Ah, je vais faire une recherche parce que c'est à la mode, parce que c'est le truc du moment. Moi, je pense que c'est important d'étudier la plateformisation, mais aussi dans un contexte historique. Je pense que les plateformes sont importantes. En fait, c'est ça que je dis aussi, c'est que je dis les plateformes s'ajoutent aux anciens systèmes. C'est-à-dire que la finance, elle ne disparaît pas. Les plateformes sont en bourse. Je veux dire, les processus de financiarisation, ils ne disparaissent pas. Le néolibéralisme et la privatisation des entreprises et la délocalisation du travail ne disparaissent pas. Les plateformes amplifient ça. Surtout avec l'IA, les processus de délocalisation du travail, c'est beaucoup amplifié. Donc, moi, je pense que ce qui rend les plateformes vraiment fortes, c'est vraiment, et ça va peut-être être le thème de ma présentation, bizarrement, là, j'ai comme pensé à ça dernièrement. Je pense que ce qui rend le modèle des plateformes vraiment fortes, c'est qu'elles répondent aux crises des théories de la firme qui ont émergé à la fin du 20e siècle et surtout au problème j'appellerais ça le thème de la trop grande fixité du capital fixe dans les firmes traditionnelles. Donc, le capital fixe, c'est juste les machines. Donc, tu sais, dans le grand modèle de l'entreprise managériale, il y a vraiment l'idée que les entreprises doivent se procurer du capital fixe, par exemple, je ne sais pas moi, des machines ou des logiciels, et être propriétaires de leurs machines pour ensuite vendre ça à d'autres personnes. Dans les années 90, souvent on dit que ce modèle-là est entré en crise parce qu'il était souvent considéré comme étant pas assez innovant. Donc, plusieurs auteurs dans les années 90 avaient souligné que en fait, la fixité du capital fixe empêchait les entreprises d'innover. Et pour remédier à ça, ben, en fait, la numérisation et ensuite la plateformisation ont introduit un nouveau modèle qui était celui de la plateforme. Et les plateformes, c'était pas des entreprises classiques, c'était des hybrides marchés entreprises où soudainement les entreprises pouvaient en fait liquider la propriété privée de leur capital fixe pour simplement louer leur machine aux plateformes. Par exemple, au lieu de posséder un service de livraison, ben, tu vas juste louer ton service de livraison à Amazon. Au lieu d'acheter un service de gestion des données, tu vas juste louer ou utiliser gratuitement le service de Google. Donc, on a une liquidation du capital fixe pour être plus, disons, mobile, pour être plus, disons, fluide. Et au lieu d'être propriétaire de son capital fixe, on va le louer aux plateformes. Mais ça, oui, ça va nous rendre plus mobile d'un côté. Et je vais vous sortir des exemples après. Ça nous rend plus mobile, hyper mobility que j'ai vu, mais ça nous rend très dépendants, en fait, de ces infrastructures-là. En fait, si Amazon cesse de livrer tes colis en tant qu'entreprise qui veut livrer des colis, ben, t'es dans le trou, tu sais, parce que t'as pas d'autres, t'as pas d'autre alternative. Donc, tout à coup, si Amazon change ses conditions, ben, tu es obligé de les suivre parce que tu n'as pas de capital fixe, tu l'as liquidé, en fait. Et les médias, ben, c'est ça, les médias, on n'a plus d'imprimerie. Ça fait assez longtemps que les médias ont informatisé leur imprimerie. Donc là, on s'en remet aux tablettes, on s'en remet au téléphone. Mais si les logiciels de gestion de données des téléphones et des tablettes changent leur application, changent leur taux, ben, tu sais, il faut s'adapter à ça, en tout cas. Voilà, donc ben ça revient à ce que je disais. Je voulais proposer une ligne du temps pour penser de la plateformisation et je vais en venir rapidement à la troisième parce que moi, j'étudie surtout le troisième temps. Je pense qu'il y a trois temps pour étudier la plateformisation. Il y a ce qu'on appelle le temps des pionniers, qui serait la fin des années 90 et le début des années 2000. Si on prend, par exemple, le journal Le Devoir, Le Devoir a créé son site web en 1997. Donc souvent, on considère que cette date-là, c'est quand même une date assez pionnière là, pour avoir un site web, 1997. Mais moi, j'ai tendance à faire remonter ça avant. Et si on prend l'exemple du Devoir, Le Devoir, à la fin des années 80, on a informatisé la salle de rédaction. Et on a aussi introduit des liquidités. On a créé ce qu'on appelle le Devoir Inc. Au début des années 90 avec des investissements
de Desjardins, tout ça. Donc, on a rendu la firme, on a introduit de la liquidité privée, on a informatisé, on a pris un tournant quand même un peu néolibéral là, au début 90. Ensuite, on a créé notre site web. Donc, je pense que les années 90, c'est un peu, c'est le temps des pionniers, mais pas juste pour les sites web, aussi pour la liquidation du capital fixe, en fait, pour l'informatisation des salles, tout ça. Bon. Ensuite, il y a une deuxième période qui est un peu plus début 2000 et 2010, qui est ça, j'appellerais ça le temps du mariage parfait, là. C'est-à-dire que ça, c'est une époque où quand les plateformes sont arrivées, Facebook, Google, tout ça, Apple, c'était vu de manière très positive au début. En fait, on parlait de démocratisation, de révolution, révolution d'accès à l'information, de journalisme citoyen. Et il y a eu un moment où les plateformes, mais encore aujourd'hui, c'est un peu le cas, là, ça a été vu comme étant des progrès, en fait, des progrès inéluctables. Et là, il y a eu un moment où pendant plusieurs années, les médias ont juste déposé gratuitement du contenu sur les plateformes, mais vraiment de manière, vraiment avec un haut volume, là. Et au Canada, Jean-Hugues Roy a fait des recherches assez intéressantes là-dessus, mais tu sais, dans l'édition du 30 de 2023, Jean-Hugues Roy avait calculé que les médias québécois, entre 2010 et 2022, avant le blocage, là, avaient déposé en fait 4,5 millions de publications sur Facebook, en fait, en 10 ans. Et ça, selon lui, c'était en fait une moyenne de 5 publications par jour sur Facebook de la part des médias. Et il y a même eu québécois, des médias, je pense que c'était les médias québécois. Est-ce que c'était canadien ou québécois? Je me souviens pas. Je pense que c'était québécois. Et selon Jean-Hugues Roy, il y a même eu un moment à la fin des années 2010 où les médias avaient 7 publications quotidiennes sur Facebook. Et c'était vraiment vu comme étant l'espèce de plateforme, euh, plateforme majeure, super importante. On ne pouvait pas s'en détacher. Il y avait aussi les pure players, notamment Vice Québec, BuzzFeed, Huffington Post, qui avaient un modèle d'affaires qui était vraiment plaqué sur celui de Facebook, notamment avec du clickbait et tout ça. Il y a un truc qui est assez intéressant dans les graphiques de Jean-Hugues, c'est qu'effectivement, il y a eu un moment vers 2021-2022 où les plateformes ont commencé à un petit peu, pas les plateformes, où les médias ont commencé à un petit peu moins publier sur Facebook, mais au même moment, ils rentraient sur Instagram, ce qui appartient à la même entreprise, en fait. Tu sais, donc, il faut se méfier des analyses trop en silo, là, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire que les médias, mettons, des fois, je vois ça, mettons, Facebook est passé de 35% à 30% d'utilisation. Mais Instagram est passé de 20 à 40% au même moment. Mais tu sais, c'est la même entreprise. Fait qu'à un moment donné, c'est là qu'une loupe en économie politique permet d'avoir une vue plus large, là. Et d'ailleurs, au même moment où Facebook déclinait, Instagram montait et TikTok aussi. Donc, tu sais, on n'était pas sorti là, des plateformes. Et là, je pense que depuis la fin des années 2010 et début des années 2020, on a un troisième temps qui s'appellerait le temps du backlash, en fait, qui est le temps où tout à coup, on a réalisé qu'on était peut-être devenu trop dépendant des plateformes. Et là, dans les industries culturelles, on a commencé à avoir des critiques internes et externes des plateformes. C'est-à-dire, des critiques internes, c'est que plusieurs anciens employés des plateformes ont commencé à faire, à lancer des alertes, en fait, ont commencé à sonner l'alerte sur à quel point leur entreprise avait mal agi au niveau corporatif. Donc, je pense qu'en 2018, il y a eu le livre La vérité sur Facebook de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Et elle a même été témoignée au Congrès. Et c'est là qu'elle a dit qu'effectivement, Facebook avait rendu accro certaines adolescentes et adolescents à Instagram, par exemple. Et ça a mené au grand procès qu'on a eu aujourd'hui, ben, je veux dire, dans les dernières semaines. Donc, il y a eu plusieurs scandales, Cambridge Analytica, c'est ça. Donc, il y a eu un temps du backlash. Donc, il y a eu à la fois des critiques internes, mais aussi des critiques externes, notamment des industries culturelles, où on s'est rendu compte que les plateformes ne redistribuait pas beaucoup les revenus, hein. On s'est rendu compte que les revenus publicitaires avaient beaucoup décliné et que les médias s'étaient rendus beaucoup, les médias s'étaient fragilisés hein, face aux plateformes. Donc, il y a aussi une critique de la part des industries culturelles face aux plateformes qui s'est développée plus fin 2010 et début 2020. Et quand je parle d'une critique, je pense que c'est une critique assez globale, là. Il y a même eu un moment, je pense en 2019, où il y a eu une alliance des médias québécois
qui avait autant Le Devoir, TV5, même Québécois, Radio-Canada, où les gens se sont dit, il faut taxer les plateformes, en fait, parce on s'est rendu trop dépendant, on est rendu trop fragile, et ils prennent à peu près tous les revenus publicitaires, il faut les taxer. Donc ça, c'est ce que j'appelle le temps du backlash. Et moi, je pense que et c'est là que les projets de loi canadiens ont été adoptés. Les projets de loi C-18 et C-11 vers 2022-2023. Le projet de loi C-18, qui est le projet de loi sur les nouvelles en ligne, qui vise un peu à obliger certaines plateformes, ben, juste Facebook et Google, selon les procédés du projet de loi, à négocier avec les médias et à compenser les médias pour l'utilisation de leur contenu. Il y a eu aussi le projet de loi C11, que je connais un peu moins, qui porte sur la radiodiffusion en ligne, qui vise, je pense, à obliger les acteurs comme, je pense, Netflix à avoir du contenu francophone. Mais je connais pas moins le contenu C11, donc je vais moins en parler. J'ai plus étudié le contenu du projet de loi C18 là, dans les dernières semaines. Et moi, je pense qu'on est un peu dans un ère post-libéral en ce moment, au niveau de la régulation, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le laisser-faire, on ne peut pas être dans une période de laisser-faire, il faut légiférer, mais c'est une ère post-libérale qui reste libérale quand même, parce qu'on a des projets de loi très libéraux. En fait, c'est très axé sur le fait que les gens doivent négocier de bonne foi. On ne veut pas s'attaquer au modèle d'affaires des plateformes, donc on ne veut pas être trop dans la socialisation des données, donc on veut quand même laisser intact le modèle d'affaires des plateformes. Donc, on reste libéral, mais dans une ère qui doit être post-libérale. Donc, je pense que c'est ça un peu le problème en ce moment et c'est ça que je tente d'étudier. Donc, ça, c'était un peu pour donner un peu de background sur la plateforme. Je vais passer à trois questions qui m'intéressent en ce moment, puis ça va être ça les 15 dernières minutes de ma présentation. Un, ça, c'est des questions. Donc, si je reviens à la troisième question, moi, j'étudie beaucoup la troisième question, donc comme je le répète, parce que je pense que c'est la question qui est le plus intéressante en ce moment, ou qui est la plus actuelle. Donc, première question, pourquoi les médias ont autant embrassé les plateformes et c'est quoi en ce moment l'effet de la plateformisation sur un peu le champ journalistique? À quel point les effets de dépendance se sont propagés dans le champ? On a un terme un peu bourdieuisien que je choisis volontairement ici. Deuxièmement, c'est quoi l'effet de la plateformisation sur un peu sur les conditions de travail aujourd'hui des journalistes? Je vais surtout parler des indépendants parce qu'on vient d'écrire un article là-dessus. Et trois, comment les lois canadiennes sur les plateformes, surtout C-18, je vais moins parler de C-11, ont eu en fait des effets ambivalents et ont eu un peu tendance à reproduire certaines asymétries, en fait, informationnelles. Mais pas que. Mais pas que. Donc, entre parenthèses, le mais pas que est quand même important. OK. Pourquoi les plateformes, pourquoi la plateformisation? C'est souvent une question qui m'a intéressé, ça. Pourquoi est-ce que les médias ont autant sauté, en fait, dans les plateformes? Je vais dégager quatre raisons ici, puis il y en a peut-être d'autres, là. Puis d'ailleurs, c'est autant des raisons, d'un point de vue sociologique, là, c'est autant des raisons matérielles, idéologiques. Tu sais, c'est un peu le melting pot, là. Donc, un truc que j'ai beaucoup remarqué dans mes recherches, dans mes entretiens, c'est que souvent, les plateformes, c'est vu comme des pharmacons, là, comme dirait Stigler. Donc, c'est à la fois un poison, mais aussi un remède, en fait, qui pourrait nous sauver, en fait, avec un nouveau modèle d'affaires. Donc, il faut savoir que, tu sais, le thème du pharmacon, c'est quand même un thème classique, là, dans la philosophie occidentale. Donc, Socrate disait que l'écriture, c'était comme un pharmacon parce que l'écriture, ça pouvait condamner à la perte de l'oralité. Mais en fait, les plateformes, volontairement, et c'est assez habile, ils reprennent ce thème-là. Donc, quand on étudie la littérature grise, notamment de Microsoft que j'ai étudié l'an dernier, mais aussi de Google, il y a vraiment des phrases qui disent, nous avons disrupt les cultural industries, mais on va les save, en fait. Ils disent, on a vraiment disrupt, donc on a quasiment détruit, en fait, les industries créatives. On les a pas détruits, mais on les a beaucoup affectés négativement, mais on va les reconstruire, en fait. Ils disent, en fait, les plateformes. Donc, ils assument ce thème-là où vraiment, c'est notre faute, mais faites-nous confiance parce que grâce à nous, on va vous sauver, en fait. Donc, ils tendent la main, en fait, dans leur thème. Et ça, je pense que c'est un thème qui est assez fort, puis c'est dur, un peu dur de s'en sortir. Deuxièmement, et ça c'est relié, je pense que les plateformes sont beaucoup vues comme des progrès inéluctables. Il y a beaucoup de métaphores bizarres qui circulent quand on parle des plateformes. Des fois, on dit que c'est comme une calculatrice. On peut pas s'en sauver parce que c'est comme une calculatrice. Tout le monde a adopté la calculatrice, puis personne ne fait des calculs sur des tables de calcul. Souvent, une autre métaphore qu'on voit, c'est l'imprimerie. Ah, vous savez,
Oh, moi, je me souviens, une des premières conférences que j'ai assistées quand j'étais étudiant à la maîtrise, c'était un conférencier, là, puis il disait, ah, les GAFAM, c'est l'imprimerie, c'est la ou le troisième révolution industrielle depuis l'imprimerie. Donc, à chaque 500 ans, il y a des cycles de révolution. Il y a eu l'imprimerie et maintenant les GAFAM. Et là, OK. Et là, 10 ans plus tard, avec l'IA, même affaire. Ah, l'IA, c'est comme l'imprimerie, nanana. Fait que, tu sais, à chaque fois, les gens, ils sortent les mêmes métaphores. Puis peut-être dans 10 ans, il va y avoir un autre truc, là, des lunettes, Puis là, les gens vont dire, ah, les lunettes connectées, ça, c'est l'imprimerie. Mais c'est toujours les mêmes conneries, là, qu'on entend, là, par rapport aux innovations, là. Mais ça, c'est des métaphores qui sont internalisées par les acteurs, notamment sur le fait que ce serait un progrès qui serait impossible, en fait, de s'y opposer. Troisièmement, et ça, je pense que c'est un thème vraiment important, et je pense que c'est un thème qui n'est pas assez abordé nécessairement. Je pense que les plateformes, c'est vu, et avec raison, c'est souvent vu comme des alliés plus flexible et plus innovant que l'État. Et l'État, je parle de l'État canadien québécois parce que je trouve que l'État, et ça c'est beaucoup des acteurs qui m'ont parlé de ça, souvent l'État est vu comme étant un peu lent et un peu inefficace dans ses programmes d'aide. Et le problème des programmes d'aide de l'État, c'est que souvent c'est des programmes d'aide ponctuels. Et tu dois constamment, si tu veux être aidé par l'État, que ce soit je sais pas moi, pour un programme bureaucratique, tu sais, mettons l'initiative pour le journaliste local ou tout ça, tu dois souvent en fait faire une demande très bureaucratique, très lourde à faire, et l'État peut modifier année après année ses critères, en fait. Et souvent, ce que les gens vont me dire, c'est que face au déclin des revenus publicitaires, est-ce que je dois dépendre de l'État qui est assez peu fiable ou assez bureaucratique, ou je dois en fait m'allier aux plateformes qui sont considérées comme étant plus innovants, plus flexibles. Mais c'est ça, c'est que d'un point de vue weberien, on a deux formes de rationalité, en fait. Est-ce qu'on va vers la rationalité bureaucratique, qui est un genre de cage de fer, ou est-ce qu'on va vers la rationalité algorithmique, qui est un autre genre de cage de verre? Je sais pas trop si on prend une autre métaphore. Il faut que tu choisisses ta cage, tu sais. Et les médias, souvent, ils vont aller vers les plateformes parce qu'ils vont se dire, c'est un petit peu moins lourd que les programmes d'État. C'est souvent ça qu'on entend. Et je pense qu'une quatrième raison assez importante, pourquoi est-ce que les médias se sont liés aux plateformes? Ben parce que les plateformes ont courtisé les médias. Ça, c'est assez clair, là. C'est-à-dire que chez les plateformes, on a créé des programmes de relations publiques, en fait, qui s'adressaient aux médias, notamment le JNI, qui est le Google News Initiative, que j'ai étudié dans notre article, mais aussi il y a eu pardon, le Facebook Journalism Project, qui a été créé en 2017, qui est un peu à l'arrêt en ce moment. Il y a aussi le Microsoft, qui a un programme. Il y a Apple, qui a aussi, je pense, un espèce de programme pour avoir. Maintenant, il y a Apple News que tu peux avoir sur tes téléphones Apple. Donc, c'est ça. Je vais parler plus en profondeur de Google, justement, plus que je viens d'en parler. Euh, et je voulais développer sur le point 4 là, qui était que pourquoi est-ce que les plateformes courtisent autant les médias? Google, c'est assez impressionnant là, comme enjeu, là. Google, en fait, selon le site du GNI, Google aurait signé des partenariats avec 7000 partenaires, notamment autant des médias que des écoles de journalisme à travers le monde, beaucoup au Canada, plusieurs centaines au Canada. Et le but, quand on lit là-dessus, le but, c'est vraiment, je pense que pourquoi est-ce que Google veut s'allier aux médias? C'est pas juste pour combattre la désinformation, parce que souvent, ils disent on veut combattre la désinformation, on veut sauver les démocraties. Bon, si seulement tout le monde voudrait faire ça, je pense que c'est beaucoup pour entraîner ces modèles de langage maintenant qui veulent s'allier aux médias, et beaucoup pour entraîner et tester ce que Google appelle ses infrastructures en tant que service, en fait. Donc, maintenant, Google depuis quelques années, puisqu'il a le cloud, en fait, Google a fait un tournant vers ce qu'il appelle les IaaS, les Infrastructure as a Service. Donc, Google développe des outils, par exemple Google Analytics, des outils d'analyse, mais aussi plein d'autres outils. Google Maps en est un, plein d'autres outils utiles. Et ces outils-là, ils sont souvent gratuits, mais ils doivent être perfectionnés, entraînés, en fait, par des données. Et le fait de s'allier à des médias, je pense que ça permet non seulement d'entraîner ces infrastructures, mais aussi de trouver des futurs clients qui pourraient peut-être s'abonner, en fait, à ces infrastructures-là. Euh, je vous ai mis ici une quote, une citation de Google que j'ai trouvée sur leur site web. Ça vient du site web du GNI sur la définition de c'est quoi une infrastructure en tant que service. Je vais la lire, puis on va peut-être l'analyser ensemble. Ça vient de Google et c'est sur un site client, donc c'est comme une phrase marketing. Si vous êtes déjà bien occupé en tant qu'entreprise ou en tant qu'humain individuel,
Vous allez peut-être envisager de faire appel à un maître d'œuvre pour effectuer les travaux de votre maison. Vous allez lui expliquer le type de maison que vous souhaitez, le nombre de pièces, et il va partir de ses instructions pour construire votre maison. L'infrastructure as a service fonctionne de manière similaire pour vos applications en tant qu'entreprise. Au lieu d'acheter des ressources, vous pouvez louer les ressources matérielles sur lesquelles exécuter votre application, donc, vous les louez, mais vous êtes responsable de la gestion du système d'exploitation, de l'environnement, du scaling et de toutes les données. Donc, ça revient à ce que je disais au niveau de la liquidation du capital fixe. Ce que Google dit aux entreprises, arrêtez d'acheter des trucs, venez juste nous louer des choses, en fait. Toute votre infrastructure matérielle, toute votre gestion des ressources humaines, toute votre gestion des données, louez-la à nous, en fait. Louez-la à nous. Et au début, c'est gratuit souvent. Au début, c'est gratuit, mais quand on devient accro, vous savez que ça peut rapidement devenir payant, ces infrastructures-là as a service. Et je pense que les journaux, c'est vu comme étant, ben, l'alliance avec les médias, c'est vu comme des moyens de promouvoir et d'entraîner ces infrastructures as a service-là, mais aussi les médias, c'est des futurs clients. C'est pas compliqué, c'est des futurs clients. Puis une fois qu'on devient accro à ça, ben là, il faut que tu payes des rentes. Il faut que tu payes des rentes. Et d'ailleurs, là, on est dans un monde, mais c'est pas juste les médias. Là, là, dernièrement, à notre université, mais à beaucoup d'autres universités, on a introduit Copilot, partout, même dans nos courriels. Mais tu sais, quand on se met à introduire Copilot de Microsoft dans nos courriels, ben c'est ça, Copilot, c'est une infrastructure en tant que service. Je vais te mettre Copilot dans tes courriels. Veux-tu avoir des résumés IA de tes courriels, tout ça? On devient accro à Microsoft et Microsoft peut très bien dire, hey, tout à coup, les universités publiques du Québec, payez-nous, en fait, maintenant, pour avoir accès à Copilot, pour avoir accès. Donc, on se rend accro à des infrastructures et après ça, on peut payer des rentes, en fait. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'on a trouvé aussi dans cet article-là, c'est qu'en fait, Google introduisait en fait justement en fait, une nouvelle vision du journalisme où les salles de presse en fait étaient en fait des piles technologiques, donc des services d'application ce que Google appelle des tech stacks. Donc, pour Google, les médias, c'est comme une pile un peu de suite technologique. En fait, par exemple, un service de messagerie, ce qu'on appelle un CMS, qui est un Content Management System, qui est un système pour mettre en ligne des articles, un système de partage des articles, puis un système, mettons, de gestion des ressources humaines, par exemple, sur Slack. Et c'est en calibrant toutes ces couches de plateformes-là qu'on peut, en fait, arriver à avoir un bon média. Donc, pour Google, la bonne solution pour avoir un bon média, c'est de bien designer sa couche d'application technologique, en fait. Donc, c'est de bien. Et un média qui ne marche pas, c'est un média qui n'aurait pas une bonne pyramide de couches technologiques, en fait. Autant pour gérer les ressources humaines que pour gérer la publication des articles, en fait. Et le but des médias, c'est souvent d'avoir un design plus, disons, fluide en termes de design. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le danger, ben, en fait, c'est un lock-in. En fait, un lock-in dans l'écosystème programmatique de Google, où tout à coup, on serait complètement dépendant des infrastructures de Google, ce qui aurait des effets de dépendance et surtout une perte de l'autonomie programmatique du journalisme face au marché. Mais je parle du journalisme, je pense que les universités sont dans le même bateau, là, selon moi. Bon. Ensuite, deuxième thème, il reste à peu près. J'ai parlé pendant la. Je vais peut-être me garder 10 minutes. Pour avoir du temps pour les questions. C'est quoi l'effet de la plateformisation sur les conditions de travail? Je vais peut-être passer vite là-dessus parce que j'ai quand même fait plusieurs recherches là-dessus. Je trouve que la plateformisation, ça pressurise beaucoup les employés qui, tout à coup, de un, il y a moins de revenus. Les médias, ils ont moins de revenus parce que les revenus sont aspirés par les plateformes, mais il y a plus de contenu à gérer. Pourquoi? Parce que les plateformes, tu sais, sur les plateformes, il y a comme une infinité de contenus qu'on peut publier. Donc, de un, il y a moins de revenus, mais il y a plus de tâches à faire. Donc, moi, quand je faisais mes entrevues avec les journalistes, dans ma thèse, mais aussi après ça avec Annabelle pour notre article qu'on a publié, tout le monde nous disait, en fait, une des phrases qui revenait le plus souvent, c'est il faut en faire plus avec moins. Sur les plateformes, c'est toujours ça. Il faut en faire plus avec moins. On n'a pas de salaire. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tous les artistes, notamment les musiciens. On a moins de salaire. Il faut intensifier notre travail et nos compétences, mais moins de salaire, mais il faut en faire plus, en fait. Et il y a aussi une montée du jeu algorithmique au sens où les algorithmes, ça devient comme un jeu, en fait. Donc, il y a comme une ludification du travail. Et sur les pigistes, moi, je trouve que c'est encore pire parce qu'il y a vraiment une stagnation des tarifs assez énorme au Québec. Là. Il y a je l'ai mis ici, là, mais il y avait eu un sondage de la FNCC qui avait été publié en 2022 sur les conditions de travail des pigistes. Et c'était pas juste par rapport à la plateformisation, mais moi, je fais comme
Je pense que la plateformisation a un lien avec ça. Donc maintenant, tu sais, les tarifs moyens pour écrire des articles en 2022, c'était 109 le feuillet. Selon la FNCC, un feuillet, c'est environ 250 mots. Donc si tu écris un article de 1000 mots, tu reçois un 400-500 ce qui est assez ridicule par rapport au monde actuel dans lequel on vit, par rapport au loyer qu'on a payé, par rapport au même acheter une maison, oublie ça, mais même juste louer un loyer, tu sais, avec ce nombre d'argent-là. Donc ça plonge les gens dans une grande précarité. Souvent, les pigistes arrivent même pas au revenu viable là, à Montréal. Et ce qui explique, et là j'ai mis dollars, mais c'est pourcentage, 59% des pigistes auraient aussi une autre occupation. De plus en plus, donc de plus en plus, comme le journaliste, ça devient pas assez payant, mais les gens ont des jobs alimentaires. D'ailleurs, je parlais à des musiciens l'autre fois en musique, même affaire. Être musicien sur Spotify, ça rapporte 0 piastre. En fait, ça rapporte zéro. Donc de plus en plus, les gens se promouvoient sur Spotify, mais ont des jobs alimentaires, en fait, parce que les plateformes ne distribuent pas assez les revenus. Et je pense que ça, c'est un graphique qu'on a fait avec Annabelle Cossette-Civitella sur comment est-ce que les conditions de travail des pigistes étaient en train de changer, en fait. Et comment est-ce que les pigistes faisaient d'autres types d'emplois, ce qui causait beaucoup de pression sur le champ journalistique. Donc, à gauche, il y a le journalisme traditionnel, que souvent on qualifie de journalisme pur, qui est le journalisme où les journalistes qui est d'intérêt public, recherche de vérité, où les sources n'ont pas de droit de relecture sur les textes. De moins en moins de pigistes font uniquement ça, du journalisme pur, parce que c'est pas assez payant. Et de plus, quand on fait des entrevues avec des pigistes, on se rend compte que pour arriver à avoir pour arriver à payer leur loyer ou juste avoir un salaire décent, de plus en plus de journalistes font d'autres types d'écriture, en fait, notamment, et du type d'écriture qui se rapproche un peu du type valorisé par les plateformes, notamment le contenu de marque, le contenu partenaire. Donc, le contenu de marque, ça peut être du contenu qui est commandité, en fait, par une entreprise privée. Le contenu partenaire, ou ça peut être du contenu qui est commandité par une institution, tout ça. Et donc, au jour le jour, les pigistes, de moins en moins, font à 100% du journaliste traditionnel. De plus en plus, le font peut-être à 40% ou à 50%. Et on va introduire d'autres types de journalisme, en fait, pour un peu arriver à la fin du mois avec un salaire décent. Ça, je pense que c'est très peu pris en compte, notamment par les associations professionnelles qui, en fait, ont encore des codes d'éthique. En fait, j'ai l'impression que dans le monde des fédérations professionnelles, c'est comme si tous les journalistes faisaient encore du journalisme traditionnel, mais c'est pas payant. Comment est-ce que tu veux que les gens fassent juste ça? Donc, les journalistes se ramassent à faire d'autres contrats, en fait, plus payants, mais qui sont plus impurs selon les critères de la profession. Et ça peut créer plusieurs tensions, notamment avec les codes de déontologie, tout ça. Et moi, selon moi, je pense que ça peut créer beaucoup de souffrance au travail, le fait d'avoir l'impression d'être pressurisé ou le fait d'avoir l'impression de faire un travail qui trahit ou qui entre en contradiction avec les règles de ton métier, ça peut créer beaucoup de souffrance au travail, ce qu'on appelle la souffrance éthique en psychodynamique du travail. Ça, c'est quelque chose qu'on a étudié un peu avec Annabelle dans notre article et c'est, je pense, un truc que ça doit être pris en considération, en fait, autant par les écoles de journalistes que par les associations professionnelles. OK, je vais finir avec ça. Puis après ça, on va passer à la période de questions, qui est un peu le troisième projet qu'on fait en ce moment. Ben, en fait, qui est en fait notre projet principal, qui est vraiment comment est-ce que les journalistes se sont adaptés au projet de loi C-18. Donc, le projet de loi C-18, tu sais, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'au Canada, on a un gouvernement libéraux, mais avec l'aide des sénateurs indépendants conservateurs aussi, qui ont décidé, on va faire un projet de loi pour obliger les plateformes à distribuer leur argent. Donc, il y a quand même quelque chose de vraiment bon. Mais je pense que ça a eu des effets quand même ambivalents. Donc, le projet de loi C-18, tu sais, ça visait vraiment à obliger les plateformes à s'entendre avec les médias pour en fait distribuer le revenu qui leur était supposément soit volé ou emprunté, ou à quel point les plateformes profitaient du contenu des médias pour faire des profits. Et je vais tout de suite passer à l'autre slide, là, mais en fait, non, je vais rester là-dessus. Donc, en fait, moi, je pense que le projet de loi C-18, il n'a pas super bien fonctionné. Mais de un, Meta, Facebook et Instagram ont jamais décidé de rien donner. En fait, Meta a bloqué les nouvelles. Donc, Meta a décidé de juste pas coopérer. Et Google a décidé de donner 100 millions par année pendant 5 ans, ce qui est bon, mais qui est moins, ce qui est peut-être presque 2 fois moins que ce qui était prévu dans les estimations de la loi. OK, pourquoi est-ce que ce projet de loi-là n'a pas beaucoup fonctionné?
Je pense qu'il y a peut-être deux raisons que j'aimerais ça isoler ici. C'est aussi des raisons, j'ai des collègues australiens qui travaillent là-dessus, James Mees, Bossio, eux aussi, ils en arrivent à la même conclusion. De un, dans le projet de loi, en fait, on a une vision un peu libérale, en fait, du marché des idées, en fait, dans le projet de loi sur le fait que les plateformes seraient des intermédiaires. En fait, dans le projet de loi, on définit les plateformes comme des intermédiaires, en fait, de nouvelles. Facebook et Google, c'est des intermédiaires de nouvelles, des news intermediaries. Et on espère que ceux-ci, s'ils négocient avec les plateformes, ils vont s'entendre à l'amiable, en fait. Moi, je pense que quand on définit les plateformes comme des intermédiaires, ben, on a une approche qui est très dépolitisante, en fait, des plateformes. En fait, et d'ailleurs, les plateformes, ils veulent toujours, en fait, se faire définir comme des intermédiaires parce que ça leur enlève plein de responsabilités. En fait, ils ne produisent rien, ils sont responsables de rien, ils font juste connecter, en fait, des gens de manière un peu fluctuelle, un peu floue. Donc, à partir du moment où on définissait les plateformes comme des intermédiaires, moi, je trouve qu'on a un peu joué dans leur jeu, on a accepté leur élément de langage, et c'est une fonction, c'est une définition, je trouve, un peu orthodoxe, un peu dépolitisante des plateformes, et surtout, et c'est ça que Nikos Myrnaios a dit dans un de ses livres qui s'appelle L'espace public sous l'emprise du capital. Nikos Myrnaios, il dit dans ces projets de loi-là, il n'y a pas d'intention, en fait, de casser la structure oligopolistique de l'espace public numérique, ni de rééquilibrer véritablement les asymétries de pouvoir. Donc, ce que Nikos veut dire, c'est que jamais on s'en prend au modèle d'affaires, en fait, des plateformes dans les projets de loi. Jamais on dit faut que vous publicisez votre algorithme. Jamais on parle d'algorithme, jamais on parle du modèle d'affaires basé sur les données. Tout ce qu'on dit, c'est que vous devez négocier, en fait. Mais quand un acteur aussi puissant qui a 1000 milliards de profits en bourse, ou pas de profits, mais ou qu'il a une valeur boursière de 1000 milliards et plus, négocier avec un média que, je ne sais pas moi, de 100 employés, ben, c'est pas une négociation c'est pas une négociation égale, c'est une négociation asymétrique, en fait. Et souvent, ce que Nikos Mernayos va dire, c'est que souvent, ces négociations asymétriques-là, ça va créer des effets où les plateformes vont s'entendre avec, vont coopter certains joueurs. En fait, les plateformes vont coopter certains joueurs qu'ils considèrent comme étant utiles, par exemple Le Monde en France ou le New York Times. Ils vont laisser aller les autres médias qu'ils considèrent comme étant inutiles, en fait. Donc, cette négociation-là, asymétrique-là, elle ne peut pas fonctionner parce elle ne vise pas vraiment les asymétries de pouvoir dans l'information. En tout cas, c'est le point de vue de Nikos Myrnaios que je partage quand même, en fait. Et dans notre étude, en fait, ce qu'on dévoile, c'est que quand Facebook a bloqué les nouvelles, ça a eu un gros impact, surtout pour les petits médias, en fait. Donc, tu sais, au Canada, on a quand même une asymétrie. On a une double asymétrie au Canada. On a une asymétrie entre les médias et les plateformes, mais aussi entre les médias eux-mêmes. Et il y a une grande différence entre un petit média de 10 employés, comme par exemple un hebdo locaux, mettons, le journal le Canada français, où j'ai fait mon stage en 2015 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a une grande différence entre le journal le Canada français, qui a peut-être 10 employés, et Radio-Canada, qui est une organisation avec beaucoup, beaucoup plus d'employés. Et ce qu'on remarque, c'est que le projet de loi a renforcé certaines asymétries, en fait, entre certains médias qui s'en sont bien sortis et d'autres qui ont dû trouver un modèle d'affaires extrêmement rapidement, en fait. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est que, entre autres, que le blocage des nouvelles avait forcé plusieurs petits médias, en fait, à rapidement se tourner vers des sources alternatives, en fait, de revenus et de diffusion. Par exemple, je parlais à une journaliste d'un petit média, puis elle disait, tu sais, moi, quand Facebook a bloqué les nouvelles, j'ai ma ligne, autant de revenus que de, que de trafic a crashé, en fait. Et rapidement, il a fallu que je trouve une nouvelle source de monétisation. Ça a été Apple News, en fait. Donc, Facebook a droppé ce média-là. Elle s'est tournée vers Apple News pour se trouver une source alternative d'information et de revenus. Mais aux conditions d'Apple News, il y a des conditions peut-être moins bonnes que les conditions que Meta avait. Et elle, ce qu'elle nous a dit, c'est que tu sais, je change de GAFAM pour aller vers un autre GAFAM parce que j'ai pas le choix, en fait. Parce que nous, en tant que média indépendant en ligne, j'évolue dans un environnement où les GAFAM contrôlent les infrastructures. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais, Facebook me drop, mais je vais aller vers Apple. Tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé pour ce média-là, en tout cas. Sinon, d'autres médias ont été vers LinkedIn. LinkedIn, qui appartient à Microsoft, c'est plus pour les gens, pour les médias scientifiques ou d'affaires. Sinon, d'autres ont été vers TikTok, mais TikTok, c'est très dur de monétiser. YouTube, c'est plus facile de monétiser.
Certains médias ont essayé de rester sur Instagram et en se créant des pages communautés. Ça a été un succès pour certains médias, c'est-à-dire de dire on va rester sur Instagram, mais on va arrêter d'être un média, on va se faire passer pour une page de création de contenu. Mais si tu veux rester sur Instagram ou Facebook, quand Facebook et Instagram bloquent les nouvelles, il faut que tu te fasses passer pas pour un média, faut que tu te fasses passer pour une page de divertissement, en fait. Donc, encore une fois, je reviens au modèle que j'avais tantôt. On renie le journalisme pur pour aller vers d'autres formes, en fait. Parce que c'est ça que les projets sur les plateformes imposent. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que le blocage des nouvelles sur Meta avait beaucoup accentué la dépendance des médias envers Google, en fait. Et plusieurs médias nous ont dit, tu sais, nous, Facebook bloque les nouvelles, c'est pas grave, mais si Google nous bloque, on est fini. On était vraiment, parce que c'est vraiment, on est beaucoup plus dépendant à Google qu'à Facebook. Et d'ailleurs, Google a mis de l'IA dans son moteur de recherche à la fin de l'année. Et déjà là, j'ai vu des stats comme quoi que ça aurait fait baisser le trafic du tiers ou du quart, en fait, ce qui est un impact majeur. Et je vais finir là-dessus. Et Je oui, parce que pense que... j'allais te dire, avoir un Non, petit c'est peu ça. C'est d'échange, fini. là, c'est C'est bon. C'est fini. tellement. C'est la dernière slide. C'est fini. Je pense qu'au moins, le blocage des nouvelles a quand même provoqué une prise de conscience chez certains médias, notamment au sujet que les médias étaient trop dépendants envers Facebook. Plusieurs personnes nous ont dit, ben, j'ai mis une citation ici, mais on nous a dit, je pense que la leçon est apprise de ne plus mettre trop nos œufs dans ce panier-là. Ce panier-là étant Facebook, là. Donc, dorénavant, il faut faire plus attention. Il y a un retour du discours un peu sur la souveraineté numérique dans certains rapports, notamment le rapport sur l'audiovisuel du Québec, mais ça, on peut en parler une autre fois, là, si vous voulez. Donc, Est-ce que j'ai arrêté de partager mon écran, là? C'est bon? OK, OK. On est revenu ici. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté, là. J'ai peut-être parlé 40 minutes, j'espère que c'était pas trop long. Donc, merci tout le monde. Bon, je pense que c'était très intéressant. Moi-même, qui aurais dû davantage surveiller le temps, ben, je me suis portée par la présentation. Personne, donc, ben, je pense que pas mal. Soit vous, voilà, déjà, je vois qu'il a levé la Ça coupe un peu ton micro, mais c'est pas grave, là, mais... main. Ouais, je sais pas. Si la discussion, c'était le casque, mais ce matin, ça allait, mais là, ça va pas. Donc, je vais laisser la parole aux autres personnes de toute façon. OK, c'est bon. Donc, Colette. Oui, merci beaucoup. J'avais pas l'intention de prendre la parole, mais moi aussi, je me fais prendre au jeu. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Euh, sur la dernière partie, sur ces 18, est-ce qu'il y a une publication liée à ça ou c'est quelque chose qui est en cours? C'est ce que j'ai compris? Un travail qui est en On est cours? en train de faire les entrevues là. Fait qu'il OK, y a OK. pas, Ben, c'est ça que je voulais voilà. savoir. Dans le fond, j'ai trouvé la présentation qui avait été faite à la NCR l'été dernier. Donc, il y avait eu une revue de la littérature grise, puis des entretiens. Puis les entretiens, c'est avec des acteurs du journalisme indépendant, c'est ça? Non, ça c'est l'autre, indépendant, ça c'est OK. l'autre article avec Annabelle. Il y a beaucoup d'affaires en même temps. Donc, Annabelle, Annabelle, ma collègue, Cossette Civitella, elle a fait des entrevues avec des journalistes indépendants. Ça, c'est elle qui a fait ça dans son Ça, c'est une projet. autre étude, oui. C'est une OK. autre étude, mais c'est plus elle qui a mené ça, Annabelle. Nous, en ce moment, on fait des entrevues surtout avec des pupitreurs numériques, en fait, pour OK. savoir comment ils se sont adaptés au Ah oui. blocage des nouvelles. En fait, c'est plus ça qui se passe en ce moment. Parce que, en fait, ce que j'allais vraiment demander ou suggérer concernant la loi sur les nouvelles en ligne, hein, on l'appelle plus C18, même si c'est commode, là, euh, c'est qu'il y a eu tout un processus. Bon, il y a eu un processus d'élaboration de la loi qui était, je pense, une approche très, très pragmatique où le gouvernement, moi j'ai suivi ça de loin, hein, je n'étais pas du tout associée à ça. J'ai pas fait de recherche non plus là-dessus parce que j'étais un petit peu trop personnellement mêlée aux politiques fédérales. Donc, j'ai gardé une certaine distance par rapport à la recherche. Mais ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement cherchait une approche plutôt pragmatique qui apprenait, enfin, qui apprenait un peu des leçons de l'Australie, justement, la question de la négociation, la question des asymétries, et voulait faire une loi plus équitable qui aiderait justement des plus petits médias et des médias justement représentant la diversité du pays. Ce qui a, et là je vais faire un télescopage vraiment rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qui a rencontré un nœud au moment de l'application de la loi parce que l'entité qui a été formée pour distribuer les fonds de Google était une entité justement où étaient très largement représentés des plus petits médias, des médias alternatifs.
Et ça, il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu plusieurs articles dans le Globe and Mail. Il y a eu vraiment un choc frontal avec les grands médias traditionnels, notamment Postmédia et compagnie. Donc, il y a eu vraiment un problème dans l'application de la loi. Donc, il faut faire attention là, dans tout ce qu'on fait porter là, à l'idéologie du projet de loi et les intentions, parce que le diable, comme on dit souvent, est dans les détails et dans la mise en œuvre. Donc, il y a eu des rapports de force, puis je pense que l'étude des rapports de force, non seulement entre le gouvernement canadien et les grandes plateformes, on s'entend que le Canada versus Meta, c'est pas le Canada qui va réorganiser le modèle d'affaires de Meta, là. Je suis désolée, mais et je pense que Pascal Saint-Onge en était bien consciente aussi. Et d'autre part, dans la mise en œuvre, il y a un rapport de force au sein même de l'écosystème médiatique avec des grands joueurs qui ont fait valoir leurs intérêts au détriment des plus petits. Mais ça, c'est une impression très générale d'observatrice. Là, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais en tout cas, juste des pistes de réflexion pour la suite. Non, non, c'est bien. Merci beaucoup. Mais je pense que c'est très dur de réguler le numérique, surtout en ce moment avec les États-Unis qui, maintenant, les États-Unis ont clairement dit qu'ils voulaient aucune régulation sur le numérique et sur l'IA. Ça a été dit par Donald Trump. On veut aucune régulation, puis sinon, on va vous menacer avec des tarifs douaniers, tout ça. Donc, tu sais, c'est assez dur de réguler sur le numérique. Puis je pense que vous avez raison. Puis c'est pour ça que je parlais du concept de double asymétrie que je prends de Nikos Mernaios, que tu sais, c'est dur de faire une régulation quand on a une asymétrie, premièrement entre les médias et les plateformes, mais aussi entre les médias entre eux. Et c'est assez clair qu'il y a eu du lobbying de grands médias, notamment par rapport à ce projet de loi-là. Mais il y a quelque chose que je vais quand même maintenir. Je pense que c'est dur de réguler le numérique. Puis je pense qu'on s'est quand même débrouillé quand même là, pour faire un projet de loi qui avait quand même un petit peu d'allure. Puis on a quand même eu 100 millions de dollars de Google, là, ce qui est vraiment bon. Mais je pense qu'il y avait un problème conceptuel au départ aussi. Si vous lisez certains débats qu'il y a eu par rapport au projet de loi, il y a eu des débats sénatoriaux vraiment intéressants, mais tu sais, on a une définition libérale de l'espace public, en fait, qui serait une espèce de modèle ou une espèce de discussion un peu habermasienne, du style d'intérêt public, au sens où il suffirait que les gens discutent, puis les gens vont s'entendre. Puis moi, je pense que quand on se tient dans une position un peu plus en économie politique, on sait que c'est un mythe, cette espèce d'espace public-là où les gens discutent pour s'entendre, parce que c'est l'espace public avec les plateformes. Je suis plus certain que ça existe encore. Je trouve qu'il y a trop, il a tellement été bousculé cet espace public-là avec notamment le pouvoir qu'ils ont accumulé et la pression qu'ils peuvent faire pour remodeler l'espace public. Alors, je pense que, il y a un peu des deux, un problème de pragmatisme et un problème aussi parfois de conceptuel, je trouve, parfois. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on passe la Aude, parole, Diane? oui, oui, Aude, je crois. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je trouvais ça super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est tous les médias communautaires, alternatifs, associatifs. Est-ce qu'on sait, ces médias-là, ils sont habitués, moi je suis une CIBélienne, là, Radio Montréal, ces médias-là sont habitués de rouler avec 3 francs 6 sous, là, avec à peu près rien. À se débrouiller avec le bénévolat, etc. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de cette plateformisation sur ces médias-là en particulier? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que l'impact de la plateformisation sur les petits médias, c'est assez paradoxal parce que ça leur donne des opportunités gigantesques aux petits médias pour en fait atteindre un public, atteindre un nouveau public. Ça leur donne une opportunité gigantesque pour publier des choses vraiment intéressantes avec une esthétique vraiment intéressante. Par contre, ça leur donne 0 piastre. Fait que c'est un peu ça l'espèce de paradoxe. Donc, tu peux on a parlé à des petits médias qui se sont créés des pages web en 2 secondes. Quand Facebook a bloqué les nouvelles, on a même parlé à un média qui ont dit, ah, nous, on a créé un nouveau site web avec un nouveau logo, puis avec des nouvelles images, puis on s'est créé des nouvelles pages sur Instagram, des pages communautés. La faculté d'adaptation est grande. La créativité est vraiment forte. Tu peux rejoindre un public assez facilement. Mettre 0 piastre avec ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, il faut que tu te trouves des formes alternatives de revenus. Là. Tu sais, faut que tu fasses, je sais pas moi,
du crowdfunding dans ta communauté. Je sais pas, c'est pour ça que, comme je te dis, c'est un peu paradoxal parce que c'est de la créativité, mais sans argent. C'est un peu comme ça que je vois les choses, là. C'est ça. Merci. Je crois qu'il y a Myriam, Oui, non? je vais aller rapidement. Ou comment? Merci Samuel, vraiment super intéressant puis actuel au bout, là. Je me demandais tout au long de ta présentation comment en même temps dans tes recherches tu tiens compte de l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire le public, le consommateur de nouvelles, la personne. Tu sais, on dit souvent ah les jeunes à cette heure ils aiment juste s'informer sur TikTok. Il y a des manières différentes de s'informer, mais qui forcément est créée par le contexte dans lequel on vit aussi. Puis là, avec la dernière question aussi, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça, c'est-à-dire euh, on, on ramènerait peut-être le poids de financer la production de nouvelles de qualité chez le consommateur avec peut-être aussi des nouveaux modèles de financement comme le crowdfunding ou autre plutôt que l'abonnement, par exemple. Mais comment, puis je comprends bien, c'est pas ça ton focus, mais quelle place ça peut prendre dans le type de recherche que tu fais le destinataire final, le consommateur de nouvelles, comment t'en tiens compte? Ben moi, j'en parle pas dans mes recherches, mais ça m'intéresse en tant que chercheur dans ce domaine-là, de manière générale. Mais tu sais, maintenant, les consommateurs de nouvelles, ils sont très brûlés, en fait, j'ai l'impression. Tu sais, maintenant, si tu vas voir sur les derniers rapports là, du Columbia Journalism Review, on parle beaucoup de news avoidance. Ça, c'est quand on parle beaucoup d'anxiété reliée aux nouvelles. Ça, c'est quand la news avoidance, c'est quand les gens évitent comme toi. Ça, c'est quand les gens évitent les nouvelles parce que les gens sont trop anxieux de lire constamment. Ben, ce matin, quand on a vu Trump veut détruire l'Iran, ça, c'est comme. Fait que je pense que. Mais en fait, c'est assez logique c'est parce que avec les plateformes, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent qu'avant, puis on bombarde les gens. Puis aussi, maintenant, les gens, les médias ont des modèles d'affaires beaucoup basés sur les alertes maintenant. Puis ça, c'est des trucs que j'ai entendus souvent dans nos entrevues. Maintenant, pour rejoindre, maintenant que ben, faut leur shooter avec des alertes, en fait, sur leur téléphone, puis aussi avec des infolettes, en fait, sur leur courriel. Puis il y a comme l'idée que plus on shoot des infolettes puis des alertes aux gens, les gens vont regarder, mais souvent, ça peut faire l'effet inverse, en fait. Ça peut, je suis tanné d'avoir des alertes, je suis tanné d'avoir des infolettes, puis ça peut créer un peu de news avoidance. En ce moment, moi, je pas un expert de ce concept-là, mais j'ai l'impression que c'est étudié en ce moment même, là. Qu'est-ce qui fait que les gens évitent finalement les nouvelles, puis qu'est-ce qui fait que les gens reviennent ou tout ça? C'est en train de se faire étudier là, ça.